Je sais que le temps nous presse, mais j'ai quelques questions. S'il y en a dans la salle, évidemment, je vous demanderai, par souci d'économie de temps, de vouloir peut-être garder vos réponses très courtes. La première qui me vient à l'esprit, puis je sais qu'il y a beaucoup d'assureurs et de représentants des assureurs qui sont ici, c'est la question de la sécurité. Je me souviens de votre donnée par rapport aux 2000 morts au Canada, 165 000 blessés par année. Avant qu'on arrive à atteindre cet objectif-là d'une automatisation complète, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'impact favorable sur la limite du nombre de décès et de blessés, d'avoir une introduction partielle, disons, vous parliez de 10-20 % tout à l'heure, de certains systèmes ADAS notamment, ou d'aide à la conduite? Je vais commencer. Pour répondre partiellement, je n'ai pas vraiment de chiffres précis, donc c'est effectivement là, c'est beaucoup de la spéculation parce que il y a des chiffres je pense que les études que citait le professeur Cherkaoui, mais ça dépend aussi de la vitesse à laquelle ça va le taux de pénétration sur le marché. Donc je pense que c'est très difficile de dire à court terme. Maintenant, on voit d'autres technologies. Je suis impliqué sur certaines choses comme ce qu'on appelle l'assurance télématique, l'assurance de type Ajusto. On voit certaines modifications de comportement. Là aussi, on n'a pas vraiment de chiffres, mais on voit que ça a un impact, même des choses qui sont complètement passives. Donc, D'autres interventions, oui? Je lisais une étude qui a été faite pour le Royaume-Uni, puis faite par des firmes d'assurance sur l'impact des ADS, justement, sur les possibilités que pouvaient donner ces systèmes-là. Puis il disait que il y a beaucoup d'incidents, de collisions qui se produisent entre 0 et 30 km/h de différence de vitesse entre les deux véhicules. Ça, c'était jusqu'à 50 % des impacts qui se produisent à ce niveau-là. Donc, moi, je crois que ça va avoir un effet je n'ai pas de chiffres là, pour appuyer la question, là, mais je crois que ça va avoir un effet très positif parce que c'est 50 % des réclamations qui peuvent être évitées par un système avec des différentiels de vitesse relativement bas. 0 à 30 km/h, c'est encore très gérable là, par un système de capteurs. Donc, moi, je crois effectivement qu'à court terme, il va y avoir des effets positifs. Peut-être en Europe, ce qu'on voit, c'est les systèmes ADAS et le pourcentage qui ont le plus haut pourcentage des voitures, c'est dans les pays nordiques. Norvège, Suède, Finlande. Et est-ce que c'est ADAS, est-ce que c'est autre chose? Mais on voit une corrélation entre le pourcentage des caméras qui roulent là-bas. Oui, là-bas, je vais parler comme ça. Qui roulent et leur pourcentage des accidents. C'est un des plus bas en Europe. Donc, les gens croient qu'il y a une corrélation, mais est-ce que ça a été prouvé que c'est ADAS ou c'est autre chose? Je pense que c'est une combinaison de différentes choses, mais pour moi, il y a certainement une corrélation. Merci. M. Gélinas? Ouais, je pense que oui, il y a probablement effectivement que ces systèmes-là vont nous permettre de réduire le nombre d'accidents graves ou d'accidents avec blessés. Par contre, si on regarde ici, par exemple, au Québec, où surviennent les décès sur les routes, très rarement, c'est sur une autoroute. Très rarement. C'est souvent sur des routes secondaires, des face-à-face, des routes, ce qu'on appelle des routes de rang ou des routes de campagne, où, incidemment, la limite de vitesse est de 90 km/h. 10 km de moins que sur une autoroute à voies multiples où tout le monde roule dans le même sens. Alors, est-ce que ces systèmes-là vont pouvoir nous permettre de réduire le nombre d'accidents dans ces circonstances particulières-là? Je pense malheureusement à des jeunes conducteurs, souvent la nuit, dans des régions rurales, ce genre de choses-là. Et malheureusement, c'est une très, très haute partie, c'est une très, très grande proportion des décès que l'on voit ici sur nos routes, ici au Québec. Si je peux ajouter quelque chose, pour moi, c'est sûr que les systèmes ADAS vont contribuer significativement à la réduction d'accidents sur la route, mais je soulève deux questions. La question de responsabilité au niveau de la conduite. Quand vous avez une voiture qui est semi-autonome ou autonome, qui est responsable de la conduite? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est l'ingénieur? Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est le conducteur qui peut en tout moment prendre la main finalement sur la voiture? Une deuxième question, c'est des questions d'éthique. Quand vous avez une voiture qui est semi-autonome ou autonome, et quand la voiture prend une décision d'éviter un obstacle plutôt qu'un autre, et les deux obstacles se trouvent à être une personne et une personne avec un bébé, alors c'est des questions qui ne sont pas encore résolues tout à fait, là. Donc, Intéressant, merci beaucoup.
Une autre question, je pense qu'on a le temps probablement pour une dernière. Une rapide à M. Gélina plus particulièrement, puis après une dernière question pour l'ensemble des membres du panel. On a vu récemment qu'au-delà des manufacturiers automobiles traditionnels, Google, on avait une image tout à l'heure, Apple, semblerait-il, en secret, peut-être d'autres joueurs aussi, commencent à développer des projets, des joueurs qui sont non traditionnellement impliqués dans le secteur de l'automobile. Est-ce qu'on pourra s'attendre à voir dans le guide de l'auto éventuellement ces noms-là apparaître? Après Acura, on aura Apple? Évidemment, c'est sûr que la mission première du guide de l'auto, c'est de renseigner le consommateur sur ses choix. Donc, le jour où Apple va commercialiser une voiture que l'on va pouvoir acheter, soit par Internet ou soit peut-être au iStore, pourquoi pas, c'est clair que vous allez retrouver des commentaires sur cette voiture-là. Ceci étant dit, dans le guide de l'auto, à chaque année, en début de guide, avant justement de passer au Acura et toutes les autres marques, on se concentre souvent sur des dossiers techniques, sur des innovations technologiques. Et notre mission première, je pense aussi, comme le guide de l'auto, est le média le plus consulté au Québec. On en vend 92 000 livres par année. Je pense que c'est un moyen idéal pour justement renseigner monsieur et madame tout le monde des nouvelles technologies, de ce qui s'en vient aussi sur le plan technique, justement pour conditionner. Et vous savez, une autre chose, pendant que j'y pense, une grande partie de notre lectorat aussi, c'est des jeunes garçons. D'ailleurs, souvent, il y a des professeurs d'école qui me disent « Merci beaucoup pour le guide de l'auto. On a tellement de mal à faire en sorte que les jeunes garçons lisent un livre, mais quand on leur donne le guide de l'auto, ils ne veulent plus s'en séparer. Ils commencent ils découvrent un certain goût pour la lecture. Et ces jeunes-là, peu importe l'âge de la personne, vont littéralement se conscientiser là, sur les nouvelles technologies, en apprendre là-dessus. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça va faire partie de leur quotidien éventuellement. Les futurs étudiants pour la Polytechnique et Voilà, l'Université de Sherbrooke. Et l'ETS, c'est là. Oui, tout à fait, tout à fait. La dernière question, puis je nous ramène au contexte réglementaire du Québec. On en a parlé assez abondamment. Même si le Québec fait probablement office de pionnier ou est parmi le groupe de tête par rapport à l'électrification des transports, puis c'est un sujet qui revient abondamment. Certains diront qu'on n'investit peut-être pas encore autant quand on pense aux 4 milliards qui a été annoncé hier au sud de la frontière. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec, les autorités municipales doivent faire aujourd'hui pour prévoir les transformations des prochaines années? Puis je ne vous demande pas de vous transformer en lobbyiste, ni de vous faire peut-être les porte-paroles de l'industrie, mais vous qui voyez justement ces transformations technologiques-là survenir, à quoi doit-on penser aujourd'hui? Oui, peut-être proposer une des choses que, c'est peut-être pas au niveau réglementaire, mais je crois que les donneurs d'ordre devraient donner des opportunités de faire des projets pilotes qui sont intéressants, des projets d'implémentation, donc faire des réglementations qui permettent l'essai de véhicules ayant une certaine autonomie, qui permettent des véhicules en autopartage qui sont aussi 100% autonomes, qui mettent en place des infrastructures de recharge prévues pour ça. Donc, je crois que les donneurs d'ordre devraient jouer un rôle actif, même ça devrait faire partie de leur plan stratégique, de leur vision à long terme, parce que c'est ça qui va arriver. Donc, pourquoi être à la remorque pour encadrer après coup des initiatives plutôt que de créer un cadre qui fait que ça va bien se déployer? Je vais surenchérir là-dessus aussi. On est malheureusement, là, pour le Québec, en une absence totale de vision et de leadership. Et on n'a qu'à voir de l'autre côté, au Canada. Là, c'est l'Ontario qui a pris l'initiative. Je vous encourage juste à revoir rapidement l'annonce qui a eu lieu, je pense que c'était en septembre. Il y a déjà plus d'1 an qu'ils avaient, eux, des initiatives de recherche avec des centres d'expertise sur les véhicules autonomes, véhicules connectés. Et il y avait une annonce à l'Université de Waterloo, là, où ils ont un peu le hub d'innovation technologique en Ontario. Ils ont aussi des constructeurs, des usines en tout cas, où il y avait le ministre des Transports de la province, le ministre du Développement économique. Et c'était clair que pour eux, ils voient ça comme une opportunité. Donc ils ont ouvert la possibilité de faire des projets pilotes depuis le 1er janvier. Et ils voient très clairement, ils veulent que l'activité économique, les développements, les retombées se passent en Ontario. Et puis au Québec, on attend encore. Peut-être une dernière intervention? En fait, je pense que l'idée surtout pour la conduite autonome, l'idée de projet pilote dans des endroits vraiment fermés. Je pense en Angleterre, en ce moment, il y a un projet pilote, notamment dans la ville de Milton Keynes. Okay? Et à Milton Keynes, ils ont des véhicules justement autonomes qui circulent à basse vitesse. Ils ne circulent pas dans les rues de la ville, comme ici derrière nous, dans Montréal, mais ils circulent dans un environnement identique à celui-ci, le parc du Vieux-Port.
Okay? Un endroit où les piétons se promènent, il y a des parcs, ces choses-là. Et ici, si vous venez ici l'été, il y a une navette. Il y a un petit tracteur avec des petits wagons, les gens montent dedans, ils se font véhiculer d'un point à l'autre. Mais à Milton Keynes, vous allez pouvoir embarquer dans ce genre de véhicule-là, qui est un véhicule électrique, et ouvrir la porte, vous montez à bord, et le véhicule va, avec un touchpad qui ressemble à un iPad, vous allez appuyer sur un bouton, je vais aller là, et le véhicule se met en marche tout seul. Okay? Et donc, les gens qui vont monter à bord de ce véhicule-là vont être sensibilisés déjà à l'idée de se faire véhiculer dans un véhicule qui n'est pas un monorail, qui n'est pas quelque chose qui est sur des rails, quelque chose qui se dirige tout seul et qui compose avec le fait que quelqu'un traverse devant eux, donc il va s'arrêter, il va repartir, ainsi de suite. Donc, l'idée d'un projet pilote, il y a deux choses. Un, le développement de la technologie, du savoir-faire, du know-how. Deux, sensibiliser le public. Et quand on pense, par exemple, à un environnement comme ici, le Vieux-Port, bien, ce serait, d'après moi, un des endroits idéaux pour faire un tel projet. M. Saunier, vous aviez quelque chose à ajouter? C'est le même exemple, City Mobile 2, c'est un projet européen qui avait eu des tests la ville de La Rochelle, en France. Juste un tout petit point complémentaire avec CAFCO, là, le centre sur les véhicules autonomes. On a un accord, je ne connais pas tous les détails, mais il y a un développement immobilier qui se fait sur une île entre Gatineau et Ottawa qui mettrait en œuvre, sur lequel il y a le développeur de ce quartier-là veut avoir l'opportunité de tester des véhicules autonomes. Je ne sais pas comment ça va se dérouler exactement, sur quel échéancier, mais bon, quelques espoirs. Écoutez, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour le panel. Je tiens à vous remercier tous les 5 très chaleureusement d'avoir été des nôtres. Je sais que si jamais il y a des questions, j'imagine que vous serez probablement à l'aise de répondre à quelques questions sur une base plus individuelle. Alors, n'hésitez pas à les approcher dès qu'on termine. Évidemment, je vous invite à rester ici parce que dans quelques minutes à peine, on va faire un peu de réaménagement sur la scène et dévoiler les grands gagnants pour déterminer qui sera le grand gagnant de la finale Best of Bell Round Canada 2016 et qui pourra nous représenter à Lisbonne, au Portugal, dans quelques mois. Alors, merci à tous.